Pierre Sabatier, Prime View, Olivier Delamarche pour Platinum Gestion, mais surtout deux éconoclastes en plateau ce matin pour parcourir cette planète économique, cette planète finance et essayer de vous apporter leur éclairage sur ce qui fait bouger aussi les marchés. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pierre Sabatier, ce marché parisien, 5250, on pourrait rajouter d'autres indices avec d'autres seuils. Pour le moment, tout va bien et on continue de caracoler presque de record en record ou en tout de niveau élevé en niveau élevé. Oui, on est vraiment dans notre scénario de gonflement d'une bulle. Voilà, une bulle, on sait pourquoi elle gonfle, on en connaît les catalyseurs. Voilà, exactement. Et donc et par contre, on n'en connaît jamais le plafond de cette bulle-là. On sait qu'à un moment donné, un catalyseur fera que on aura reconnexion entre les fondamentaux économiques et la valorisation des marchés. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on a effectivement un alignement des planètes qui fait que les marchés montent, les marchés européens montent, parce que essentiellement poussés pour deux raisons. Le quantitative easing européen, on va pas y revenir. On en parle déjà depuis longtemps. C'est un effet d'éviction où quand c'est une sorte d'administration de prix. Vous orientez l'épargne des gens au détriment de tout ce qui reste, puisque la Banque centrale achète tout le papier obligataire vers le reste, et le reste, c'est notamment les actions, mais aussi les craintes sur les émergents. Et ça, c'est assez rarement noté. C'est-à-dire que la crainte sur les perspectives des pays émergents fait qu'un certain nombre de capitaux sont rapatriés. Ils sont rapatriés où ? Soit aux États-Unis, soit en Europe. Et vu que l'Europe a un peu plus le vent en poupe en ce moment, eh bien, ils viennent renforcer encore un petit peu plus ce marché de flux. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez de l'argent qui revient, qui arrive, et qui fait monter le niveau de l'eau dans le seau, et ce qui traduit par combien ? Plus 27%. C'est à savoir comment on écrit seau, c'est ça ? Olivier, justement, si on décide de partir comme ça sur cette planète, essayer de voir quelles sont les zones qui ont de quoi peut-être quand même nous donner satisfaction ou celles qui ont de quoi vraiment nous inquiéter. Par quoi on commence ? Quelle est peut-être la zone qui aujourd'hui vous interpelle le plus pour une raison ou pour une autre ? Oui, on a eu des chiffres ce matin qui interpellent, qui devraient interpeller en tout cas. C'est les chiffres chinois où on a un PIB qui va tomber aussi cette semaine. C'est la Chine. Le gramme plat depuis le trimestre. Il sera à 7 ou il sera à 6,98 ou il sera à 7,2, peu importe. Là, aujourd'hui, ils ont publié un chiffre d'exportation qui s'écrase de quasi 15% et un chiffre d'importation qui est à moins 12,3%. Alors, c'est pas tant les exportations, parce que c'est la correction du mois dernier, vous savez, où on avait eu un chiffre incroyable à plus 40, qui était juste ridicule, et complètement hors c'est le nouvel an, statistique. C'est le problème. C'était le nouvel an. Janvier-février en Chine, c'est compliqué. Donc, ils nous ont mis un chiffre. Donc il y a des histoires calendaires qui n'avaient absolument aucun intérêt, mais c'est surtout en plus qui était faux, parce que sinon vous l'auriez retrouvé du côté des importations, de l'autre côté, et on n'a pas constaté ça. Donc c'était un chiffre faux. Alors on va avoir la correction sur les 3 mois qui viennent. C'est le chiffre des importations qui est intéressant, parce que je vous rappelle tout de même que la majorité des commentateurs nous avaient dit que c'était pas grave, le modèle chinois était en train de changer, donc c'était un modèle de consommation et de développement interne qui allait prendre le relais des exportations chinoises. Et on le voit bien, on est moins 20, moins 12. Alors certains vont nous dire que moins 12 c'est mieux que moins 20, oui c'est vrai, mais ça n'en reste pas moins négatif, et sur le premier trimestre c'est très très négatif. Il y a une grosse explication du fait de la devise aussi ? Non. Toute personne qui regarde en tendance l'évolution de la Chine au cours des derniers trimestres n'est pas surpris. Regardez par exemple des chiffres qui sont typiques. Vous savez, si vous regardez simplement le PIB chinois, vous aurez du mal à vous faire une véritable idée de la vitesse à laquelle la machine chinoise avance. Regardez par exemple l'évolution du fret ferroviaire. Vous savez que la Chine, c'est avant tout le modèle espagnol, depuis 6 ans, le modèle espagnol porté à son paroxysme comme jamais dans l'histoire économique, à savoir une économie totalement tournée vers l'investissement dans les infrastructures, dans le résidentiel ou dans les outils de production. La voie ferrée, c'est typique. Ça fait plus d'un an maintenant que vous êtes sur des niveaux de recul de l'usage en fait du fret ferroviaire qui est entre moins 5 et moins 10%. C'est la réalité du terrain. La Chine aujourd'hui a subi un ralentissement qui est beaucoup plus brutal que ce que les chiffres veulent bien laisser penser. Et aujourd'hui, on a vraiment des gouvernants qui ne savent plus faire grand-chose face à ça. Qu'est-ce qu'ils font ?
ils font ce qu'ils ont annoncé au mois de décembre, à savoir ce qu'ils ont toujours fait maintenant depuis 6 ans. Lorsque ça ralentit, je vais en faire encore un peu plus, à savoir je vais investir encore un peu plus. Ils ont annoncé à peu près 500-600 milliards d'euros d'investissement pour les années à venir. Dans quoi? Dans les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, créer de l'emploi en Chine, ça veut dire créer des outils de production, créer des routes, créer des aéroports ou créer des immeubles. Malheureusement, ils auront bien du mal à les remplir parce qu'aujourd'hui, les Chinois le marché intérieur chinois n'est pas suffisamment solvable pour justement utiliser toutes ces infrastructures-là. Et c'est pour ça, Olivier, qu'il y a quelques semaines, on a parlé de ce quantitative easing à la chinoise. Oui, parce que le marché n'attend que ça. On sait que c'est le seul moteur. C'est le seul moteur des marchés. C'est pas les fondamentaux qui guident les marchés. C'est le seul moteur des marchés, c'est d'avoir de l'essence tout le temps, même si le moteur est cassé. Gratuite. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a eu ces chiffres qui sont quand même catastrophiques. Enfin, il faut quand même bien réaliser ce que c'est. C'est des chiffres qui sont catastrophiques. Qu'est-ce qu'a fait le marché à Shanghai? Il a monté. Pourquoi? Tout simplement pour la même chose que ce qu'on a eu aux États-Unis pendant des mois et des mois. Parce qu'on se dit enfin le plan massif va arriver sur la. Mais on va avoir, c'est le rêve de tout le monde, c'est d'avoir un quantitative easing. Et imaginez à la taille de la Chine. Ça va être extraordinaire. Voilà, donc ça l'est déjà. D'ailleurs, les marchés ont déjà bien anticipé. Et regardez ce qui s'est passé au Japon. C'est exactement la même chose. On a une suite de chiffres catastrophiques au Japon depuis des mois, et on a un indice au plus haut. Moins ça marche, plus ça monte. Et voilà. C'est toujours, on est toujours dans le même principe. Donc aujourd'hui, vous avez ça. Le problème, c'est que au fur et à mesure, on a quand même tous les moteurs qui s'éteignent. La Chine, qui était un moteur de la croissance supposée revenir, et le Brésil, d'ailleurs, c'est terminé. Le Japon, c'est terminé. Les pays émergents, les autres pays émergents, à cause du prix du pétrole, c'est terminé bien aussi. Sûr. Donc les États-Unis, on voit tout de même que ça ralentit, et que ça ralentit fortement. Donc où va venir la croissance? Peut-être la France. La France, avec ses 40 rafales qu'elle a vendues, je pense qu'on va tirer le monde. Voilà. Mais on a toujours le même phénomène avec... Alors, pour l'Europe, c'en est devenu quasi grotesque, c'est-à-dire qu'on se rattache à quoi? On se rattache aux prévisions de l'OCDE et de l'INSEE, qui n'ont jamais été fichus de faire une prévision qui s'avère juste. Mais là, ça y est, c'est la reprise. C'est la reprise basée sur quoi? Pas sur des chiffres réels, c'est la reprise basée sur les prévisions de l'INSEE qui ont dit que, ça y est, c'était formidable, c'était la reprise. C'est du wishful thinking. Ça amuse tout le monde. Très bien, tant mieux. C'est le concept d'une bulle. C'est-à-dire, peu importe les fondamentaux, les éléments sont là pour que, encore une fois, le marché monte. Donc le marché monte et le marché va continuer de monter. Maintenant, si on se projette un petit peu dans l'histoire, voilà, si on regarde les 3 dernières années, c'est sûr qu'on va pas avoir beaucoup de références. Mais on a aujourd'hui la chance de pouvoir se projeter dans un temps beaucoup plus lointain. Et donc on a regardé notamment le marché américain pour savoir justement où on se situait dans le gonflement de la bulle, puisque vous savez que notre histoire est jalonnée par ce genre de choses et c'est toujours la même chose. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit quand une déconnexion aussi forte entre les fondamentaux économiques et la valorisation des marchés, qu'on peut traduire via le ratio de cours sur bénéfice, qui est le ratio de valorisation classique qu'on utilise sur les marchés. On a eu 7 épisodes qui ont été aussi en déconnexion depuis le début du XXe. On en a 2 catégories. Je vais faire un résumé. Soit 87, soit 98. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de déconnexion, il serait probable dans les mois à venir qu'on connaisse un vrai décrochage brutal, soit 1928 et 1999. C'est là la vraie question. La vraie question, c'est, nous sommes dans un scénario de bulle. Est-ce qu'on est en 87, 98, c'est-à-dire dans les semaines à venir, on va avoir un décrochage violent. Je rappelle que 87, c'est 32% de baisse pour le S&P 500 dans les 2 à 3 mois qui ont suivi. Pareil pour 1998. Ça a été brutal, c'est reparti derrière, mais ça a été brutal. Ou on est en 1928, ou on est début 99, et on aura encore une grosse année où la bulle va monter dans le vide, mais va monter, et se terminera probablement finira par exploser, parce que vous savez que 28 et 99 sont débouchés, non sur une correction, mais sur le début d'un long bear market, d'un long marché baissier qui aura duré quelques années. Et donc c'est là où on doit se situer. Il faut prendre position. Les conditions et les catalyseurs d'une bulle sont là. La question, c'est, sommes-nous au début de cette bulle, au milieu de cette bulle, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est au début de cette bulle, ou sommes-nous déjà à la veille, en fait, dans la question, c'est soit ça éclate, soit ça se dégonfle?
soit on connaît, alors, mais on peut être en 87 et 98 parce que, qu'est-ce que font aujourd'hui les investisseurs institutionnels? À savoir les professionnels, ceux qui sont les plus avertis, les plus initiés dans nos domaines. Enthousiasme, somme toute extrêmement contraint et mesuré. Dire que les gens aujourd'hui, les institutionnels, les professionnels sont très mal à l'aise pour monter dans le train à ces niveaux-là de marché. Donc il est probable qu'un catalyseur, quel qu'il soit, ça peut être la Grèce. Ce qui est inquiétant, c'est que tout le monde s'y attend un peu. Voilà, mais ça peut être également les bénéfices américains, quelques faillites, comme on peut les voir poindre à droite ou à gauche, ou quelques pays émergents qui déçoivent encore plus et qui font prendre conscience que finalement les fondamentaux, les piliers sur lesquels reposent ces économies sont pas si solides. Et à partir de là, on pourra avoir véritablement un reflux des marchés assez brutal. Maintenant, sachez que les catalyseurs sont là pour qu'elles continuent de gonfler. Donc on peut très bien avoir du moins 15 ou moins 20, mais ensuite qui libère, je dirais, le champ du cygne. C'est ce moment-là où les investisseurs en profitent pour revenir massivement, pour profiter d'une dernière année où effectivement on arrose gratis. Et à partir de là, on verra sans doute, et la fin du fin, c'est probablement le fait, lorsque les fondamentaux économiques sont suffisamment déconnectés pour qu'on ne connaisse pas une faillite ou deux faillites, parce que lorsque c'est une faillite ou deux faillites, c'est-à-dire que le 100 devient 0, c'est un accident, mais qu'on en connaisse 10 dans un mois ou 2 mois, et là, à partir de là, les gens se rendent compte qu'ils ont acheté parfois très cher des choses qui ne valaient pas grand-chose. Vous nous avez parlé rapidement des émergents et tout à l'heure vous avez prononcé le nom du Brésil. C'est un vrai sujet de préoccupation, ce Brésil? Mais là aussi, comment en être surpris aujourd'hui? Regardez l'évolution des taux de croissance. L'avantage du Brésil, tout le monde avait rangé, on est d'accord, le Brésil dans une catégorie, il faut s'interroger. Aujourd'hui, on a des mots plus graves qui surgissent dans certaines notes qui sont pas forcément les plus pessimistes. On nous dit aujourd'hui le Brésil est en perdition, c'est pas juste. Mais c'est écrit, ça s'appelle, vous savez, replongez-vous, ce que vit le Brésil, c'est un pays qui vit une crise d'adolescence liée à une problématique d'hyperinflation. Regardez comment se traduisent les environnements hyperinflationnistes dans le passé sur les économies. Toujours de la même manière, brutal et sévère. Brutal, ça veut dire d'un coup. Donc oui, le Brésil, et ça se termine toujours comme ça, l'hyperinflation, ça se finit toujours dans le sang. Dans le sang, ça veut dire un vrai accident de croissance sur ce genre de pays. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vivre avec de l'hyperinflation. C'est comme un TGV. Lorsque le TGV déraille, ça fait mal. Voilà, plus mal que si le train allait plus doucement. Donc, on est vraiment en fait dans des problématiques d'hyperinflation. Et tous les pays qui sont sujets à l'hyperinflation finissent toujours par faire un reset, mais un reset qui n'est pas progressif et lent, comme ce que nous connaissons en Europe ou aux États-Unis, qui est un peu la lèpre, c'est-à-dire qu'on perd un doigt, puis 2 doigts ou 3 doigts. Là, c'est une crise cardiaque. Et la crise cardiaque, c'est un recul brutal de l'économie, et à partir de là, ça reste des pays à potentiel et qui pourront à nouveau l'exprimer. Mais imaginez qu'un pays en hyperinflation règle son problème tranquillement. Même les États-Unis au début des années 80 n'ont pas réussi. Et pourtant, les États-Unis étaient bien plus riches que le Brésil d'aujourd'hui. Et regardez, c'est systématiquement le même processus. C'est-à-dire que on fait semblant d'y croire, enfin la majorité fait semblant d'y croire, fait semblant de croire à la croissance chinoise, fait semblant de croire à ce que le Brésil va continuer comme ça ad vitam aeternam, et ils sont tous surpris quand ça arrive. Mais c'est quelque chose qu'on vous annonce depuis des mois et des mois. On vous le dit, on vous le répète dans tous les sens, et il n'y a rien de surprenant là-dedans. C'est quelque chose qui est connu, dont on connaît parfaitement les mécanismes, et on voit les pays s'enferrer dans un système qui est un système mortifère. Tout à l'heure, Olivier, vous avez blagué sur les 40 rafales. Là, Pierre l'a dit quand même, la Grèce c'est quasiment intégré, compris, ça ne surprend plus personne. Donc l'Europe va... Non, mais ça ne surprend plus personne, mais attention. Il y a une différence entre la surprise et le mal que ça va faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de nous faire passer la pilule, je dirais, en disant de toute façon, on est prêt à un défaut de la Grèce, on est prêt à une sortie de la Grèce qui a encore quelques mois été évacuée. Et l'un et l'autre étant pas du tout la même chose. Et donc vous avez aujourd'hui un espèce de principe qui est de dire ne vous inquiétez pas, si ça va bien se passer. Mais je l'ai dit et je l'ai répété ici, ça me fait penser au gosse qui dit même pas mal alors qu'il vient de se prendre une monumentale gifle, qu'on n'a pas le droit de donner aujourd'hui, mais qui vient de s'en prendre une et qui dit même pas mal. C'est faux.
ça fera très mal. Ça fera très mal parce que on ne peut pas, comme ça, d'un coup, s'asseoir sur 300 milliards et dire, bah non, même pas mal. Pas dans la situation dans laquelle on est. Alors qu'on est déjà surendetté, qu'on ne sait pas exactement combien les banques en ont et ce qui va se passer dans les banques, combien il y a de banques qui vont sauter à cause de ça, qu'on a des départs massifs de Grèce, qu'on a un bank run massif de Grèce et que le trou se creuse mois après mois, jour après jour. On était à 15 milliards, je vous rappelle, de départs en février, on n'a pas encore le chiffre de mars, mais il doit être à peu près le même. Ça fait 7,5% du PIB chaque mois qui part, c'est pas rien, et donc vous aurez des conséquences qui vont être brutales. Ensuite, vous aurez des conséquences politiques au niveau du Portugal, au niveau de l'Espagne. C'est la jurisprudence qui peut. Donc, en fait, il ne faut pas croire que ça va être totalement indolore. Du coup, aujourd'hui, si on entend votre discours, si ça résonne dans notre tête, Pierre, comment est-ce qu'on doit appréhender finalement ces marchés? Comment est-ce qu'on doit allouer un petit peu? On a tous un maigre capital qu'on a envie de faire fructifier quand c'est possible. On voit qu'on a des milliards de dollars qui investis en corporate rapportent 0 ou presque, ou 1%. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui si on a envie à la fois d'essayer d'avoir un petit peu d'intérêt et puis de pas prendre un risque inconsidéré? Peut-être le premier conseil qu'on peut donner, l'équation est impossible. C'est un petit peu, voilà, c'est le beurre et l'argent du beurre, et c'est ça la véritable question. On peut pas être dans la préservation optimale du capital, qui optimale veut dire, bien sûr, c'est pas la préservation genre le coffre-fort que les investisseurs institutionnels sont prêts aujourd'hui à payer à la Suisse. Je rappelle que la Suisse vient d'émettre une obligation à 10 ans. Moins 0,05, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens aujourd'hui sont prêts à louer un coffre-fort pendant 10 ans, et donc à payer pour ça. C'est bien la première fois. Et donc ça, c'est un message chez des professionnels qui achètent ça. C'est pas des. Donc c'est pour vous dire quand même leur perception de la réalité économique du jour. La réalité, c'est soyez lucide. C'est-à-dire que soit vous êtes dans l'accumulation de capital et vous acceptez le risque, et si vous acceptez le risque, pas de problème. Aujourd'hui, vous achetez à fond des actions, et voilà, et vous laissez porter. Alors ça s'apparente un peu au casino. Voilà, c'est-à-dire que vous laisserez porter le jour où la quantitative easing s'arrête, ou vous pensez qu'il va s'arrêter, vous partez. Mais ça, c'est très risqué, très risqué. Ça veut dire que vous pouvez gagner beaucoup, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup, parce que tout ce qu'on dit, c'est qu'en fait, cette hausse des marchés ne traduit pas une capacité des entreprises que vous achetez à créer plus de richesse. C'est du vent, c'est du jeu, voilà, c'est du jeu. Donc si vous êtes joueur, pourquoi pas? Mais si vous n'êtes pas joueur et que vous voulez de la préservation optimale du capital, faut pas chercher. C'est comme ça, c'est aujourd'hui, en fait, le rendement sans risque, ça vous rapporte rien, voire vous faut payer pour l'avoir. Donc le risque que vous pouvez un peu... On a le choix entre le moins 0,05 et en Suisse. C'est l'obligataire corporate. Et à chaque fois que les taux vont un peu monter, là, vous pouvez en racheter. Mais l'obligataire... Corporate, on est quoi? On est à 1%. Mais ça dépend lequel. Vous êtes à 1, 2, 3, et donc en fait, c'est du tactique. Plus intéressante que 1%. Bien sûr, mais donc c'est... Mais pas forcément en euros, dans d'autres devises, vous pouvez trouver aujourd'hui des taux qui sont entre 2,5 et 3%. Et c'est déjà beaucoup et très bien. Et c'est déjà beaucoup, et sans prendre des risques énormes. Aujourd'hui, il faut faire un véritable choix, Pierre le dit, mais les années 2008, même encore 2009, où vous pouviez avoir des billets de trésorerie à 5,5% l'année sur du LVMH, c'est fini, c'est terminé. Et c'est fini pour toujours. Et donc maintenant, soit vous prenez un risque, et pour un tout petit rendement, c'est bien ça qu'il faut. Le risque a énormément augmenté et les rendements ont énormément diminué. Donc, soit vous prenez un risque, tout ça pour avoir du 1,5 ou du 2, et soit vous ne prenez pas de risque. À ce moment-là, vous aurez une rémunération très faible, mais au moins, vous ne retrouverez pas en short le jour où la mer se retire. Voilà. Tant qu'on est en short, il reste quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Olivier Delamarche pour Platinium, Pierre Sabatier pour Prime View. C'était notre face-à-face du jour. Le CAC, lui, il progresse de 0,22%. Dans un instant, un point sur l'actu.